En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite. Combien je vous dois ? C'est beaucoup trop cher. L'addition. Il ne s'arrête jamais, Gilles Oh, Brochard. c'est la dernière, hein. Non, pas exactement. Il y a quand même une matinale demain aussi. Ah oui, mais c'est pour votre moi, c'est dernière la- revue. Oui, enfin, c'est Et même plus vous revue de presse, aussi ça, c'est la dernière édition Vous allez de prendre des vacances, l'année. Maud, hein. Merci beaucoup, Gilles, d'être resté avec nous. Mais déjà, non, c'est un pour plaisir commencer. d'être entouré si bien. Ensuite, c'est une... c'est une addition un peu spéciale parce que on va parler de Noël aujourd'hui. Et donc, qui dit Noël dit champagne. Ah oui. Voilà. Non, mais on va parler des traditions de Noël, Écoutez, de c'est plein de choses. Bah oui, c'est beau. Bah oui, c'est chouette. Bah, je vous laisse parler. Bah oui, vous me lancez comme ça. Non, c'est vrai que le champagne, c'est la fête. Vous savez que ce qu'on aime dans le champagne, c'est évidemment le côté pétillant. Mais souvent, les gens ne savent pas boire le champagne. Vous avez remarqué ça ? Ah bon ? Bah, d'abord, vous arrivez chez quelqu'un avec une bouteille de champagne. Généralement, vous l'avez un peu rafraîchi chez vous. Et puis la personne vous dit, alors que ça fait 30 ans qu'on dit le contraire, « Ah, c'est bien, on va pouvoir le boire au dessert », ce qui est une catastrophe, puisque c'est un champagne sec, il faudrait un demi-sec pour le dessert, vous voyez. Donc on le garde, le champagne, ça se boit à des heures, vers midi, vers 7h, vers 8h, on peut faire un dîner au champagne, avec du caviar, avec tout ce que vous voulez. Oui, bon. On en fait régulièrement. Alors, justement, j'ai rencontré Julien Aumont, qui est un ami de Radio Courtoisie et qui produit un champagne dans la Côte des Blancs, à Vertus, dans le sud de la Champagne. Vous savez que la Champagne est très délimitée entre la Haute-Marne et la Champagne elle-même, l'Aube, etc. Et lui produit un champagne formidable, millésimé. Oui. Il lance bientôt sa cuvée Résurrection qu'il a offert au pape François, il n'y a pas longtemps. Ah Mais bon. là, on va se concentrer sur la façon dont on peut boire le champagne. Et je lui ai demandé justement un peu des trucs. Des On va trucs. parler de la façon dont il faudrait boire de façon maximale votre champagne. D'abord le verre. Alors le verre, on a choisi nous un format de verre qui nous permet à la fois d'avoir une base assez élargie, puis ensuite qui se referme légèrement sur le haut. Pourquoi ça, et on va chercher aussi à le remplir sur la surface où on aura le disque maximum. Pourquoi ? Parce qu'on va chercher à maximiser l'odorat sur la première partie de dégustation. Mais ça se remplit à quelle hauteur un verre de champagne ? Bah, là, en fait, où le diamètre du disque sera le plus important. Donc, pour le type de verre que nous on utilise. Ensuite, l'intérêt, c'est de quand même pouvoir associer la bouche et le nez. Oui. Donc l'intérêt, c'est d'avoir que ça soit suffisamment large pour qu'on puisse avoir les deux. Oui, donc, d'accord. 4 à 5 cm, on va dire 4 cm. Donc les verres trop resserrés sont pas intéressants. On a les flûtes cylindriques. Et encore pire, les coupes. Ouais, bien qui sûr. n'ont aucun intérêt. Autre élément important, la température. À quel moment on doit le servir ? Alors la température, elle dépend déjà du type de vin de champagne que vous avez. Ça dépend de son âge, de quand est-ce qu'il a été dégorgé, et de sa qualité intrinsèque. Si on parle de nos champagnes, donc nous, on est uniquement en premier grand cru et on ne met en commercialisation que des millésimes qui en général ont plus de 8 ans. On va les servir à température cave. C'est-à-dire qu'on va déconseiller fortement de les frapper, de les mettre à 4 degrés, à 2, voire pire. Donc la température pour moi idéale de service de grands champagnes comme ceci, ça va être 12,
Par contre, ce que l'on fait, c'est que quand l'on sert un vin dans un verre, il prend en général 2 degrés. Ouais. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on place, nos verres au congélateur. Ouais. C'est-à-dire que c'est le verre qui doit être réfrigéré et non pas le champagne. Ah ouais, d'accord. Et un champagne qui est ouvert, qui n'est pas fermé, est-ce qu'on peut le garder ? Il devient un vin. Ouais. Donc, encore une fois, si sa base est excellente, oui, vous pouvez le garder. Alors, pas indéfiniment, mais quelques heures, ça passe. Dans la grande majorité des cas, je vous déconseille. D'accord. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. Sur notre parcellaire, les Lyonnais, qui est un vin quand même assez charpenté. J'ai des amis qui me disent, on a bu tes vins, on est sorti dehors, discuter, fumer un cigare, on revient 3 heures après, on se dit, ah bah tiens, le champagne il est chaud, en tout cas il est à température, il doit être dégazé, mais bon, on n'a plus que ça, alors finissons quand même la bouteille. Ils m'ont appelé à 3 heures du matin parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils buvaient. Ils m'ont dit, c'est encore meilleur. J'ai dit oui, parce que n'oubliez pas que le vin de Champagne, c'est avant tout un vin. Et quand vous avez la meilleure base possible, bah finalement, à température, même à 18, on peut le prendre. À consommer avec modération, bien sûr. Oui, alors je précise une chose. Tout à l'heure, je parlais des délimitations. C'est Ardennes, Marne et Aube. Et Haute-Marne, ce sont les départements limitrophes de cette Champagne. Je précise que, comme il l'a dit, il vaut mieux boire son champagne dans des verres tulipes. Ne baissez jamais un verre, contrairement à ce que les gens font. Ils le baissent pour pas qu'il y ait la mousse. Ce qui est complètement stupide, puisque la mousse permet d'évacuer. Les bulles font partie du champagne. Il faut attendre que les bulles se descendent. Et à ce moment-là, on boit. On a soif. Et on tient son verre par la queue, enfin par la tige là. On ne le tient pas par le corps de la tulipe. D'accord. Vous voyez, c'est important ça. Ouais, j'en profite pour dire aussi que dans les grandes surfaces, il y a une baisse du champagne depuis quelques années de 22% et que ceux qui augmentent, ce sont les pétillants, c'est-à-dire tout ce qui est crément, Persecco, Clairette de Die, qui sont pas mauvaises localement parfois. Hein. Mais enfin, le champagne en moyenne, c'est 31 € le litre. Et en revanche, les créments, c'est autour de 7, 8, 10 € le litre. Ah oui, rien à voir. Adèle, vous vouliez dire quelque chose ? Non, je disais tout simplement, sinon on réchauffe le verre si on le tient par le ballon. Par le ballon, oui. Vous êtes habitué, hein. Non, mais je m'y connais et surtout, quand vous avez ouvert une bouteille de champagne, arrêtez de mettre des cuillères dedans, ça ne sert strictement à rien. D'abord, vous finissez la bouteille dans l'heure et vous mettez un bouchon hermétique, comme il l'a dit, pour maintenir le gaz à l'intérieur. Voilà. Mais enfin, une bouteille ouverte, c'est une bouteille bue. En général. Ou quoi ? On parle des alternatives, le crément, la clairette. Il existe aussi certaines maisons de champagne qui doivent se délocaliser pour des raisons très personnelles et qui du coup continuent à produire du champagne mais qui n'a plus l'appellation. Mais enfin, c'est les mêmes procédés. Méthode champenoise. C'est ça, méthode champenoise, mais partout en France. Et généralement, les prix sont plus qu'intéressants. Donc si certains auditeurs sont soucieux de leur portefeuille pendant les fêtes, eh bien il existe ces alternatives et c'est souvent très très intéressant. Oui, puis favoriser les champagnes dits de vignerons. Ouais. Allez sur le site de Julien Aumont et Fils, H-A-U-M-O-N-T et Fils. Vous verrez, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il va sortir donc cette cuvée Résurrection bientôt. Mais en dehors de ça, le champagne, c'est un produit de fête. Donc surtout, buvez-le à bonne température. Ne gâchez pas votre champagne. Et Drapier, bien sûr. Drapier, la maison Drapier, la maison du général de Gaulle. Oui, alors voilà, c'est des maisons qui ont une identité. Hein. Oui. Évidemment, ne favorisez pas n'allez pas forcément vers des marques qui coûtent très très cher. Et puis surtout, je rappellerai les 3 cépages, Adèle, du champagne qui sont le chardonnay, donc qui est blanc, et les 2 cuvées rouges qui sont le pinot meunier et le pinot noir. Voilà. D'où les blancs de noir, blancs de blanc. Dire. Quand on dit blanc de blanc, c'est 100% chardonnay. Voilà, comme le champagne Aumont. Et surtout, il y a beaucoup de maisons de champagne, comme Aumont d'ailleurs, qui étaient des simples viticulteurs au départ et qui sont devenus des maisons de champagne. Et peut-être pour parler de Drapier, pourquoi on a évoqué ça et pourquoi on a évoqué le général de Gaulle, peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, mais en fait, le général de Gaulle ne buvait pas de champagne, il n'aimait pas ça, sauf Drapier.
Il ne buvait que du champagne Drapier. Oui, c'est ce qu'on disait. Et on sait aussi, il y a plein d'histoires. Il y a Bernard Nonancourt qui était, vous savez, qui a libéré le nid d'aigle d'Hitler avec sa compagnie. Et comme il était champenois, c'est lui qui a ouvert la cave d'Hitler pour récupérer toutes les bouteilles. Hitler n'aimait pas le champagne, mais il les donnait à ses généraux. Bon, il y a des tas d'histoires, et surtout pendant la guerre, c'est passionnant. Voilà. Un petit livre que je vous conseille, c'est le livre de Jean Pruvot qui s'appelle Le Champagne, pluie d'étoiles à l'envers. C'est chez Honoré Champion, où vous avez beaucoup de textes littéraires aussi sur la Champagne, parce que tous les auteurs ont écrit sur Louis Aragon, Colette, Stendhal, et évidemment Huysmans. Et le vin, pour moi, le Champagne, ça s'accorde avec plein de produits exceptionnels. Et quand vous terminez un dessert, quand vous terminez un repas avec un dessert, si vous prenez un gâteau, par exemple, au chocolat, évitez évidemment le champagne, ça va absolument pas avec. Il faut plutôt des rastos. Il faut des rastos, il faut plutôt des rouges, mais qui sont mutés. Voilà, il faut des mazamiel et des choses comme ça. En revanche, le champagne, si vous buvez du champagne à la fin pour fêter un peu des fruits ou des gâteaux ou une bûche, prenez du champagne demi-sec, c'est-à-dire que l'adjonction de sucre est plus importante. Une question, c'est pas lié au champagne mais au vin, pour accompagner le fromage. Moi j'entends dire que ce n'est pas le vin rouge normalement qui accompagne. Ça dépend des fromages. Alors que traditionnellement on a plutôt tendance à boire du vin rouge. Si vous allez en Savoie, toutes les pâtes cuites, moi je bois que des vins blancs de Savoie ou des pétillants de Savoie extraordinaires. Ça dépend du fromage. Oui, ça dépend du fromage. Et puis, exactement. Non mais il y a beaucoup de choses à dire, notamment, moi je pense que tout à l'heure on parlait de cigares hors micro. Le cigare, moi j'ai fait des dégustations chez Laurent Perrier avec des ultra brus, c'est-à-dire pratiquement à 0 degré d'adjonction de sucre, et c'est formidable. Formidable. Des partagaz, vous avez une longueur en bouche de ce champagne qui s'associe très très bien avec les fumées du cigare, même si on fume plus beaucoup le cigare aujourd'hui. Chez soi, on peut toujours. Absolument. Régulièrement. Vous buvez tous du champagne autour de cette table là? Liselotte, Maïs? Oui. Moi, quand on a l'occasion, bien sûr. Sans modération, Marie, évidemment. Dès qu'on a l'occasion, évidemment, de quoi. Non, il faut savoir rendre hommage à tout ce savoir-faire notamment français, nos régions, nos belles régions de Champagne. Moi, je suis née à Troyes en plus. Dans les bulles de Champagne. Bravo. Précisons qu'il faut un minimum de 15 mois de vieillissement pour avoir un bon champagne et 2 ans de plus pour un millésimé. Donc ça, c'est important. Millésimé, ça veut dire que c'est un monocépage. Ça a été vraiment un assemblage uniquement dans une année. Je prends des notes, Gilles. Ouais, c'est important. Bien. Arnaud? Alors moi, c'est mon point commun avec le général de Gaulle. J'aime pas trop le champagne. Pas de champagne. C'est quoi votre alcool préféré? Je suis assez peu porté sur l'alcool. Je sais que ça vous déçoit, mais non, mais j'aime beaucoup les vins de Bourgogne. Voilà, les vins rouges. Les rouges de Bourgogne. Mais c'est bon, vous vous rattrapez bien. Non, mais hier, on avait quelqu'un dans l'équipe qui n'aimait pas le chocolat, alors on était un peu déçus, mais bon. Ah oui, c'est vrai. On peut le désigner, le dénoncer, même Radouane. Radouane n'aime pas le chocolat. Louis, il Riaudière. Aussi, Arnaud, vous aimez le chocolat quand même. J'adore le chocolat. Ah merci, ok, donc c'est pas un problème masculin, féminin. Ok. Non. J'ai quelques questions, moi, à vous poser, quelques petites anecdotes en fait, plus. On va commencer par la première. Savez-vous d'où vient, quelle est l'origine des sapins de Noël? Oui, je crois que j'avais fait une chronique dessus l'année dernière, si je ne me trompe pas. Non, mais attendez, j'ai quand même un peu un trou. Et pour moi, c'est dans les pays slaves. Il y a un symbole avec la fête de la lumière, en l'occurrence. C'était un symbole païen qui a été repris par tradition, comme beaucoup d'autres, exactement, comme vous parlez de la couronne de l'Avent ou d'autres. Et en l'occurrence, ou la bûche de Noël, c'est vrai. Et le sapin de Noël, c'est ça vient de ces traditions païennes. Il doit y avoir plusieurs effectivement origines, parce qu'effectivement, alors moi j'ai une autre information, c'est au XVIe siècle en Allemagne. À mon avis, on n'est pas loin. La tradition d'orner des sapins pour Noël trouve ses racines dans les représentations de l'Éden, où un arbre décoré symbolisait le paradis. Et la pratique s'est répandue, évoluée au fil des siècles pour devenir la tradition du sapin de Noël qu'on connaît aujourd'hui. À la fois l'arbre de vie et le côté lumière avec l'étoile qu'on met maintenant pour nous les catholiques. Et faites attention parce qu'il y a des sapins et des épissards. C'est pas tout à fait pareil. Les épissards coûtent moins cher que les sapins, mais ils durent plus longtemps. Ah oui. Voilà. Mais bon. Et est-ce que vous connaissez la hauteur du sapin de Noël de l'Élysée? Il doit faire 3 mètres. Encore plus grand que le Bon Marché, j'imagine. Alors en fait, je n'aurais même pas vous répondre parce que je retrouve même plus. Il est aussi grand que le plus grand sapin qui est en Europe, qui a été dans un endroit privé, c'est dans le château qui a servi à Downton Abbey, qui fait, je crois, près de 4 mètres.
Alors là, il mesure 12 mètres. Wow. À 12 mètres. En fait, il y a deux sapins. Il y a un sapin qui est dans la cour d'honneur de l'Élysée qui fait 12 mètres, qui est immense, et un sapin dans le salon, je sais pas comment ça s'appelle, mais 6 mètres. Salon des ambassadeurs. Oui, 4-6 mètres, c'est ça, c'est autour de ça. Beaucoup de monde a des sapins de 6 mètres. Vous avez des sapins de Noël chez vous ou pas? Un peu plus grand que le mien. Non, moi dans mon petit appart, non, il n'y a rien qui rentre. Bon. J'ai hésité, mais ça avait plutôt ça faisait un peu pitié, hein, les trois branches un peu dégarnies. Alors, moi, je dois avouer que j'en ai un, mais il est un peu factice, qu'on m'avait donné, et qui est très joli. Tout le monde croit que c'est un vrai. Il est en face de la crèche qui est sur ma cheminée, une de mes cheminées. Et voilà. Mais vous n'avez pas l'odeur. Et ça, c'est important. Non, mais j'ai l'odeur Noël, des feux de bois, parce que moi, je fais du feu de bois. J'espère que mon propriétaire ne m'entend pas. Je fais du feu dans ma cheminée. Il habite... On a l'adresse, on saura retrouver. Le plus grand arbre de Noël au monde. C'est aux États-Unis, non? Non, c'est en Italie. Et en fait, c'est pas un vrai sapin, c'est une composition de sapin. Je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos de sapin qu'on entasse, oui. Ça fait 750 mètres de haut. Ah wow. C'est plus un sapin, c'est une forêt. C'est une forêt sur plusieurs étages. On pense au sapin effectivement qui est place sinon du Vatican, qui est oui, d'ailleurs, oui, c'est vrai. Je sais pas combien ça mesure ça. Bon, ça doit faire pareil plusieurs mètres, mais bon, je saurais pas vraiment dire. 4 peut-être, 4 ou 5. Vatican. Ah oui, c'est ça. 4 ou 5 mètres. D'ailleurs, il y a des militants écologistes qui ont évidemment protesté. Ils ne veulent pas de sapin de Noël. On a vu des vidéos circuler effectivement où ils les aspergent de liquide encore. 30 mètres, quand même. Ouais, 30 mètres. C'est Place Kléber à Strasbourg qui a un énorme sapin tous les ans également. Ah oui aussi. Et puis maintenant ils fabriquent. Alors mais oui, c'était à Bordeaux, non, ou je sais plus. La vidéo Grenoble. en question, je saurais pas citer la ville, mais c'était effectivement en France. Où ils enlevaient les sapins, où ils mettaient des sapins en. Ah oui, pardon, à Bordeaux, bien sûr. Oui, c'est Bordeaux. Voilà, oui, moi je pensais à ça. Les villes escrologistes, comme disait Monsieur Poitou. Exactement. Et je me rappelle que des Bordelais, des gens qui étaient, on va dire militants, s'étaient engagés pour remettre en place les sapins. Ils l'avaient fait le Noël dernier. Est-ce qu'ils le feront cette année? Je sais pas, mais exact. Mais Noël dernier, ils l'avaient fait effectivement. Ouais. Est-ce que vous connaissez un peu les traditions de Noël par région? Alors justement, allez-y. Justement, si on parle des crèches, parce que à Paris, vous avez quand même, en province, vous avez 3-4 villes où il y a vraiment des crèches vivantes qui ont été initiées du temps de François d'Assise, à Greccio, où il y avait vraiment Marie, Joseph, avec des animaux aussi dans la crèche qui étaient vivants, évidemment. Vous avez ça à Saint-Cyr-la-Popie, à Béziers. Enfin, il y a plusieurs villes en France où ça dure juste avant Noël et le soir de la Nativité. Je vous conseille d'aller voir 2 crèches à Paris. Moi, la crèche de Saint-François-Xavier. Oui. Saint-François-Xavier dans le 7e près des Invalides, qui est peut-être la plus grande crèche de France avec 1000 santons. Et le prêtre, depuis 20 ans, demande aux paroissiens d'arriver avec un santon. Donc chaque année, ils ont additionné des santons provinciaux. Le santon, c'est 7 cm, je vous le rappelle, la moyenne. Ce sont des vrais santons de Provence? Oui, des vrais, à 50 €. Car hier, j'étais dans la boutique des produits monastiques, avenue d'Enfer Rochereau, et il y a des santons qui valent 52 €. Ah oui, c'est énorme. Cher. Et puis la deuxième crèche, c'est près de chez moi, c'est à Saint-Pierre de Montrouge, dans le 14e à Alésia. Vous avez une crèche avec 500 santons, et le père Fabre, c'est sa propre crèche qu'il a construite depuis 20 ans, avec des montagnes, des moulins, c'est extraordinaire. Et vous connaissez bien le sujet, Gilles Brochard, parce que vous avez publié un article dans Valeurs Actuelles sur les crèches de Noël, et vous citez justement celle de Saint-François-Xavier, qui est vraiment magnifique, si vous ne la connaissez pas, il faut vraiment y aller, elle est grandiose. Et celle de Notre-Dame, avec des santons plus grands, qui n'est pas ma préférée. Je suis pas très fan, ma préférée, c'était celle de Saint-Sulpice, il y a quelques années, qui était immense aussi, et qui... Alors, il faut voir où elles sont installées. Autrefois, moi, quand j'étais petit, on avait des personnages, on mettait une pièce, il y avait les anges qui chantaient. Vous savez, on mettait une pièce d'un franc, et vous aviez un ange qui chantait... les anges dans nos campagnes. Non, les anges dans nos campagnes. N'importe quoi. Bon, tout le monde a une crèche ici, évidemment. Oui, moi je l'installe évidemment. Moi je mets du thé. Vous êtes plutôt santon ou petit personnage ou composition bizarre? Liselotte, vous avez quoi vous dans votre crèche? Moi santon, je viens du sud. Donc... je viens du sud. Pas du sang, pas de sang, mais j'habite dans le sud. Et dans celle de Saint-François-Xavier, il y a des scouts en petites figurines. Un petit santon. Moi j'ai le professeur Raoult en santon. On a le volontaire SOS Chrétien d'Orient. Oui, absolument. Aussi. On est allé avec Adèle et Marie à Marseille, on a fait le marché des santons et on a pas mal de nouveaux santons. Vous avez des légionnaires, vous avez beaucoup de personnages maintenant. Et vous aviez De Gaulle. On peut dire aussi que la crèche la plus contemporaine, c'est à la Madeleine. Depuis 30 ans, ils ont demandé soit une maison du Faubourg Saint-Honoré d'habiller une crèche, et depuis quelques années, c'est un artiste. Alors, je ne l'ai pas vu cette année, mais c'est complètement révolutionnaire. C'est que c'est une actualisation des personnages qui sont très grands dans un lieu particulier dans la nef centrale. C'est très, très beau.
Les autres, comme vous venez du Sud, est-ce que vous connaissez la tradition des desserts en Provence? Oui, mais je vais laisser Adèle en parler aussi, puisque c'est son coin, mais les fameux 13 desserts, évidemment. Bravo. Oui, c'est vrai que moi, tous les ans, mes grands-parents font les 13 desserts. Et en fait, c'est assez... chaque famille a un petit peu... peut mettre un petit peu les desserts qu'ils veulent. Il y a quand même des bases, il y a la pompe à huile, c'est une sorte de brioche faite avec de l'huile d'olive, pas de beurre du tout. C'est un petit peu sec, j'avoue, c'est très bon, mais c'est un petit peu sec. Il y a après tous les clémentines, les agrumes, les mendiants, les calissons d'Aix. Les petites orangettes, le nougat aussi. Oui, absolument. Les calissons, enfin moi en tout cas j'ai la chance d'avoir des calissons. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des dates, des noix, des nougats, ça fait partie du... Ouais, les nougats aussi, nougat noir, nougat blanc. Le melon d'eau, qu'est-ce que c'est? Mais je crois que le melon d'eau, c'est le melon jaune. Il me semble. Oui, qui sont assez clairs. C'est des melons vert pâle un peu. Ouais. Oui. C'est pas ceux qui sont un peu oblongs comme ça. Si, un peu ballon de rugby. Est-ce que ces 13 plats, ça se retrouve en Pologne aussi? C'est une tradition, pareil, en Europe, il y a une diversité de Noël dans les traditions qui est impressionnante. Et par exemple, en Pologne, il y a ces 13 plats, mais 13 plats sans viande. Pourquoi? Parce qu'on considère que le Christ n'est pas encore vraiment né, donc on doit encore s'adapter à ce jeûne de l'avant naissance du Christ. Rien à voir avec la dinde de Noël. Rien à voir avec nous, ce qu'on connaît, les cadeaux, etc., l'explosion d'une gastronomie raffinée, etc. Là, et puis, effectivement, rien qu'en France, il y a des traditions vraiment par région. Par exemple, en Lorraine, on fête encore Saint-Nicolas. Oui. Peut-être ailleurs, d'ailleurs, je sais pas. Je sais pas l'est de la France, dans le nord. Belgique et Luxembourg aussi. Et puis en Bourgogne, le Père Janvier. Le Père Janvier. Le Père Janvier. Ouais, dans le sud, du côté italien aussi, la Befana. Certains en France le font aussi, datant de l'Épiphanie. Il y a le Fada aussi, mais c'est autre chose. Et la particularité du Père Janvier, pour ne parler que de lui, c'est qu'il ne passe pas dans la nuit du 25 décembre, mais dans celle du 31 au 1er janvier, pour déposer des étrennes dans les sabots des enfants. Voilà, une tradition voulait que les familles bourguignonnes placent une bûche enflammée devant leur porte pour que la Vierge vienne se réchauffer. Oui, c'est beau. Et en Normandie, il y a la bûche brûlée. Enfin, en fait, il y a toute... c'est génial. Je connaissais pas du tout. Là, je découvre en fait en même temps que je vous parle toutes ces traditions par région. Mais c'est intéressant de savoir ce que vous faites, vous, à Noël aussi. Mais c'est vrai. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup le côté épiphanie, mais on le fait quand même à Noël. On le fait évidemment le 24 décembre. L'épiphanie non, pas l'épiphanie. Mais ce que je veux dire, moi, j'aime bien la symbolique d'ouvrir ses cadeaux à l'épiphanie. Je trouve ça beaucoup plus beau. Mais on oublie de dire que sur les bûches, il faut mettre des personnages, il faut mettre des petites bûchettes, une scie. Enfin, il y a plein de personnages. Pierre Hermé m'a raconté qu'il, quand il était petit, il avait droit à 3 ans, 4 ans de mettre les petits personnages et les petites figurines sur la bûche. De son père était pâtissier. Que vous plantez dans la bûche, non? C'est pas ça? Oui. Et normalement, c'était en sucre ou en chocolat. D'accord. Et vous mangiez vos personnages après? Bien sûr. L'idée, c'était de le piquer, de l'avoir après, bien sûr. Et alors, Gilles et les autres, vous ouvrez vos cadeaux le 24 ou le 25, vous? Le 25. Moi, les deux, parce que je suis chez mon frère, donc on fête. Les adultes, c'est le soir et les enfants, c'est le lendemain. Nous, c'est très aléatoire, j'ai l'impression. Je me souviens d'ouverture le soir et d'ouverture le matin. Non, nous, quand on était petites, c'était toujours le matin, mais un bonheur, etc. Et puis, parce que le Père Noël passe. Bien sûr. Oui, c'est ça. En grandissant, là, non, le soir, quand même. C'est vrai que. Après la nuit s'éternise, c'est ça. Les messes de Noël, le dîner, ça n'en finit plus. Donc vous continuez le matin? C'est pas un dîner, c'est un réveillon. Comment? Vous continuez d'ouvrir vos cadeaux le matin ou le soir? On le fait le soir. Après, ma maman, je crois qu'elle le fait plutôt le matin, c'est un peu bizarre. Chacun fait sa sauce. Et vous, Gilles? Je vous dis, le soir entre adultes, les parents, et puis les enfants le lendemain. Ah, d'accord. Voilà. C'est mignon, ça, Adèle. Nous, en fait, en principe, on le fait le 25 au matin, mais le souci, c'est que le matin, tout le monde se lève un petit peu de manière aléatoire. Donc arrive le repas de midi qui dure finalement jusqu'à 18h. Donc on se retrouve à ouvrir les cadeaux le 25 au soir. Voilà, la plupart du temps. Non, mais normalement, on est empressé de se lever quand même. Moi, c'est un petit peu comme Marie, finalement. C'était plutôt le 25 au matin quand j'étais plus jeune. Mais maintenant que les enfants ont grandi, c'est plus souvent le 24 au soir après 2-3 coupes de champagne, les festivités. Et comment vous ouvrez vos cadeaux? Est-ce que vous déchirez tout ou est-ce que vous respectez l'ouverture des papiers, que vous les gardez, etc.? Alors, ça dépend.
Maintenant que je suis plus grande, on va dire que je fais un peu plus attention. Avec les dents. Ah oui, non. Voilà. non, quand même pas. Donc oui, je fais quand même. J'essaye d'en prendre soin histoire de bien profiter du moment. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, je suis toujours jeune évidemment, mais quand j'étais plus jeune, en tout cas, c'est vrai que c'était assez. C'est la foire d'empoigne. C'est un bonheur de voir les papiers cadeaux déchirés quand même. Là, j'ai un petit bébé d'1 an et demi. Je vous assure que c'est un bonheur de le voir déchirer ses papiers cadeaux. Il s'amuse comme tout. Et bon, nous, quand on grandit, évidemment, on fait un peu plus attention, mais non. Qu'est-ce qu'il va avoir cette année? Je vais pas tout dire. Il aura plus de surprises parce qu'il nous écoute, hein, bien sûr. 1 an et demi, mais tous les matins, il écoute sa maman. Oh non, c'est trop mignon. Non, mais des petits jeux adaptés à son âge. Liselotte, vous, ça se passe comment, matin, soir? Moi, soir. Soir aussi. Je trouve qu'il y a une ambiance le soir, dans la nuit, rentrer de la messe. Sinon, en fait, sans ouvrir le soir, on rentre de la messe et puis je trouve que ça tombe un peu à plat. Tout le monde se dit bon bah voilà, c'est fini. Non, mais il y a le réveillon. Alors après. que se dire qu'il y a encore des choses à faire, les cadeaux à ouvrir, on va déboucher de nouvelles bouteilles de champagne. Les huîtres, le foie gras, et puis on ouvre après, voilà, coucou panier, mimine sous l'oreiller. Absolument. Tout à l'heure, c'est ça le chiffre que je cherchais, le plus grand sapin de Noël. En fait, en 1950, Seattle a érigé le plus grand sapin de Noël jamais enregistré, mesure environ 67,36 mètres de haut. C'est absolument immense. Ils l'ont coupé et ils l'ont replanté après. Ça, je ne sais pas par contre. Je ne sais pas. C'était en 1950. Voilà, c'est absolument énorme. Est-ce que vous savez pourquoi le Père Noël est rouge? Oui, Mélisse. Oui, moi je sais, il me semble bien que c'était avec une histoire d'une pub Coca. Absolument, voilà, c'est ça. Et il me semble bien qu'initialement le Père Noël était vert. Il était vert, voilà. Vert comme les sapins. C'est ça. Moi, j'y ai jamais cru, moi. Ça a été popularisé par une série de publicités de Coca-Cola dans les années 30. Ça remonte, hein. Oui, ça fait un petit moment quand même que le Père Noël est rouge. Pourquoi sa barbe est blanche? Parce qu'il est vieux. Oh, bravo. Il est toujours vieux, le Père Noël. Parce qu'il vient de Laponie, c'est la neige. Ah, c'est ça, le village du Père Noël, tout ça. Moi, j'aime bien son traîneau, surtout. Vous n'avez jamais cru au Père Noël, Gilles, vous disiez? Jamais. Moi j'y ai cru. Hein. Et j'avais une tante qui passait devant un Père Noël en disant enlève ta barbe, on t'a reconnu. Voilà, moi j'avais arrêté de croire au Père Noël parce que chaque année dans l'école de mon village, il y avait un monsieur qui venait déguisé en Père Noël, et une année c'était mon papa qui avait fait le Père Noël et je l'avais reconnu, et donc ça avait vraiment. Quelle horreur. Et il nous reste 2 minutes, Arnaud. Arnaud, quand est-ce que vous ouvrez vos cadeaux? On vous a pas demandé? Il en a pas. Oh mais je ne suis pas sage. Du temps, il y avait mes enfants étaient petits, on attendait plutôt le dimanche, enfin le lendemain matin, le 25. Généralement, c'est plutôt le soir. Ah oui, maintenant, tout le monde passe au soir. Moi, c'est le soir, mais les un deux, jour faut après. avoir 2 temps. Il nous reste 1 minute et 30 secondes précisément. On va parler aussi de d'autres Noëls, des personnes isolées notamment, de nos aînés qui ne peuvent pas toujours passer Noël en famille, qui ne peuvent parfois pas du tout fêter Noël. Et là, on a quelques solutions éventuellement. C'est ça. J'ai 2 initiatives à partager là-dessus justement pour passer Noël auprès des personnes âgées, parce que c'est vrai que dans toutes ces réjouissances, il y a aussi ceux qui sont très isolés. Donc d'un côté les personnes âgées, d'un autre côté les convertis. On pourra en parler aussi, c'est important. Donc pour les personnes âgées, par exemple, on sait que donc chaque année les petits frères des pauvres organisent des réveillons, soit c'est des repas collectifs où des bénévoles se réunissent et viennent avec les personnes âgées intéressées pour venir, soit ils se déplacent dans les EHPAD aussi, mais ils peuvent aussi se déplacer à domicile. En fait, pour qu'on comprenne un peu, il y a plusieurs centaines de bénévoles qui rendent visite à leurs filleuls, donc il y a une histoire de parrainage, et donc ça permet d'effacer évidemment cette solitude à Noël qui peut être très dure. Et puis pour un dernier mot sur ces convertis justement, alors pour ceux qui sont chrétiens convertis et qui n'ont pas de famille, qui sont chrétiens avec qui partager ces moments de joie de la naissance du Christ, etc., et qui sont très seuls, eh bien il y a des associations, je pense évidemment à Mission Isméry, c'est une association qui travaille pour l'intégration justement après l'évangélisation. Il y a le temps de l'accueil évidemment de ces populations venues de l'islam en l'occurrence, et donc Mission Isméry propose ces maisons d'accueil pour que les convertis de l'islam puissent eux aussi célébrer Noël en famille, entre guillemets, en famille chrétienne. Il y a aussi Noël au Hall, moi j'y ai participé, c'est une des plus vieilles associations d'après-guerre qui reçoit les déshérités, enfin ceux qui n'ont rien, et qui se réunissent au Hall et qui font un repas de fête. Eh bien, merci beaucoup pour ces initiatives. On vous souhaite, évidemment, c'est pas terminé, mais on vous souhaite quand même un joyeux Noël, de bonnes vacances, et puis nous on continue parce que la matinale n'est pas complètement terminée.